On lance l'enregistrement. C'est parti. Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire organisé par la chaire Protection sociale et territoire, donc qui est une chaire co-animée par Sciences Po Lyon et le N3S, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de co-animer avec mon camarade Pierre Mayer. Donc nous allons organiser ce nouveau webinaire autour d'une thématique extrêmement importante, qui est celle des professionnels de santé et les territoires, quels enjeux, sur quelles perspectives. Et ce webinaire, en fait, c'est le premier d'une série de deux, puisque nous aurons également le plaisir, et notez-le d'ores et déjà dans vos agendas, le plaisir de nous revoir le 12 mai sur une autre thématique, toujours en lien avec les territoires, mais cette fois-ci, nous ferons un point sur l'intervention des autres professionnels de la protection sociale autour de ces territoires. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Albert Lotman, qui est un habitué en fait des webinaires de notre chaire, puisque nous avions déjà eu l'honneur de lui confier en fait les clés d'un webinaire l'année dernière sur les déserts médicaux notamment. Mais à l'époque, Albert, tu étais à la FNMF et donc là maintenant tu interviens en tant que directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Donc sans plus attendre, eh bien, je te laisse la parole pour ce webinaire. Alors, quelques informations tout de même. Donc, ce webinaire est enregistré, donc sachez-le, hein, donc pour que nous soyons conformes à la loi aux problématiques de droit à l'image et au RGPD. Vous pourrez aussi, et ça c'est important, bien sûr, interagir avec tous nos intervenants, hein, qui sont nombreux, durant tout le webinaire par le canal de questions et conversations. Et donc, Albert reprendra bien sûr toutes ces questions. Donc, sans plus entendre, Albert, à toi la parole. Merci Gilles Nézosi. Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons jusqu'à 18h45 pour aborder cette question des professionnels de santé et des territoires, de la répartition des professionnels de santé sur le territoire, de l'accès aux soins sur les territoires. On le voit dans le contexte de la campagne électorale qui est en cours, mais on le voit déjà depuis quelques années. Ce sujet de l'accès aux soins sur les territoires est un sujet vraiment central aujourd'hui quand on parle de politique de santé. Et on a trouvé intéressant de pouvoir échanger avec des points de vue, des regards, des expériences très différentes, d'entendre les professionnels de santé, évidemment au premier chef, puisque ça paraît évidemment fondamental. Tous les professionnels de santé, alors on a fait un choix d'un panel, en tout cas d'expression pluriprofessionnelle, d'entendre une position d'un élu qui va nous rejoindre, qui est Olivier Richefou, le président du conseil départemental de la Mayenne. On commencera l'échange avec lui parce que c'est évidemment les élus au contact de la population qui aujourd'hui portent de façon très forte, que ce soit les élus locaux ou nationaux, cette question, ces attentes, cette impatience et un peu l'inquiétude qui monte sur comment on va passer les 10 prochaines années. Et puis sur les professionnels de santé, donc je tiens vraiment à remercier dès le début Pascal Mathieu, qui est la présidente de l'Ordre national des masseurs kinésithérapeutes, le docteur Johan Martin, qui est médecin généraliste, qui exerce dans une zone rurale, dans une maison de santé pluriprofessionnelle, mais qui a beaucoup d'autres engagements dont il nous parlera tout à l'heure. Kevin Phalippon, qui est pharmacien, vice-président de l'URPS Auvergne-Rhône-Alpes, lui aussi qui exerce en zone rurale et qui porte un projet de maison de santé pluriprofessionnelle. Et évidemment, on essaiera d'organiser les échanges avec le président Olivier Richefou, qui nous a rejoint, qui est avec nous, que je remercie fortement de nous consacrer du temps. Et nous pourrons eh bien, ensuite réfléchir, donner la parole aux grands témoins de ce webinaire, de cet échange, qui est Aurélien Rousseau, en qualité d'ancien DG d'ARS, de grand expert des politiques publiques en matière de santé, et que je remercie également.
Voilà, donc on a une table ronde qui est constituée. On voulait, avant de commencer, avoir une pensée, même si ça n'est que des mots, une pensée pour les professionnels de santé et d'une manière générale, l'ensemble de la population en Ukraine qui vit une période absolument épouvantable et avoir un mot de solidarité, évidemment, dans ces moments qui sont assez terribles. Du coup, puisque vous êtes avec nous, Monsieur le Président Richefou, je vous propose qu'on commence directement avec vous comme c'était prévu. Vous êtes président de la Mayenne. Vous êtes un président de département très impliqué sur les sujets de santé. La Mayenne, est-ce que c'est un territoire qui est particulièrement concerné, Monsieur le Président, par cette question de l'accès aux soins et est-ce que finalement on peut commencer en écoutant un peu quelle est l'initiative et l'engagement du département que vous présidez sur ces questions d'accès aux soins sur les territoires? Bonjour à tous et merci de me donner l'occasion de m'exprimer aux côtés de personnalités du monde de la santé. Et je salue particulièrement Aurélien Rousseau, dont on a tous apprécié pendant cette crise les expressions pondérées, parce qu'il n'était pas toujours facile d'être DG d'ARS à une certaine période. Et on voit bien qu'il y a eu une gestion de cette crise qui s'est faite sans doute avec quelques difficultés à l'origine, mais en tout cas en grande intelligence entre les acteurs de l'ARS et la plupart des acteurs publics, que ce soit les présidents de conseils départementaux et les maires qui ont été en première ligne aux côtés de l'ARS dans la gestion de la crise. Et je fais partie de ceux qui considèrent déjà que les questions de santé sont des questions qui doivent rester nationales. La santé est quelque chose de régalien et très clairement, en tout cas à mes yeux, c'est un sujet qui doit rester une politique publique parce qu'elle est essentielle pour l'ensemble de nos concitoyens. Et moi, je fais confiance à l'État sur un modèle peut-être qui peut évoluer, mais pour rester l'acteur de référence sur la question de la santé. Alors, il n'empêche que quand on est élu d'un territoire rural, on est confronté à la désertification médicale. On nous a souvent qualifié de 3e désert médical français. Je n'ai jamais réussi à trouver ce chiffre objectivé dans les différents rapports. Ce qui est certain, c'est qu'on a on est dans la moyenne française du nombre d'habitants qui n'ont pas de médecin référent, à 10,1, 10,2% de la population. Et on a aussi un manque cruel, bien évidemment, de généralistes, de spécialistes, n'étant pas dans un CHU, n'étant pas dans un département de CHU. On a bien sûr toutes les difficultés à attirer des compétences. C'est un sujet sur lequel le conseil départemental s'est engagé depuis une bonne dizaine d'années. Mon prédécesseur Jean Arthuis avait commencé déjà à s'impliquer sur ce dossier. Et nous avons pris l'initiative il y a quelques mois qui était de dire, voilà, on agit, ça fait déjà longtemps qu'on donne qu'on aide les internes en termes de stage en leur donnant effectivement une indemnité, qu'on coordonne certaines actions. On a une activité de conciergerie auprès des jeunes médecins installés. On a 2 collaborateurs à temps complet qui partagent leur temps entre l'ordre des médecins et le conseil départemental pour agir en domaine, mais on a essayé d'aller un peu plus loin et on a mis en place, et ça va être l'objet un peu de ma rapide intervention, une idée qui était de faire les états généraux de la santé à l'échelle du département. Non pas pour concurrencer le projet de santé que met en œuvre l'ARS et qu'elle met en œuvre intelligemment avec les acteurs du territoire, mais en tout cas, notre main à nous, en relation avec Jean-Jacques Coiplet, le PDG de l'ARS des Pays de la Loire, et en relation avec le président de l'Ordre des médecins de la Mayenne, on a décidé de lancer cette initiative avec deux limites. Première limite, c'est on n'aborde pas ce qui est du domaine législatif ou réglementaire, et donc on ne passe pas son temps à se dire est-ce qu'il faut réguler ou pas l'installation des médecins.
on ne parle que des sujets sur lesquels on peut agir en proximité, sur lesquels on peut mobiliser tous les acteurs locaux. Et deuxième limite, on n'aborde pas le médico-social, on n'aborde pas les personnes âgées. Il se trouve qu'au titre de l'ADF, la mission qui m'a été confiée par le président, c'est le grand âge. C'est un sujet que je connais un peu, mais je n'ai pas voulu le mélanger aux questions de santé, en restant uniquement sur le propre terme de santé. Et on a donc bâti ces états généraux avec l'aide d'un think tank qui s'appelle le CRAPS, qui a été monté par Mallet à l'origine, qui est Lavallois, c'est comme ça que je connaissais ce CRAPS. C'est Jean-Paul Ségade qui aujourd'hui en est le président. Donc structure qui nous a aidé à trouver les interlocuteurs et à mailler un peu le dispositif. Et puis avec un cabinet Vie Santé qui nous a aussi épaulés. On avait différents intervenants qui effectivement nous ont aidés à animer cette procédure. Ces états généraux ont d'abord été mis en œuvre avec une soirée de lancement. On avait notamment le directeur de l'Agence nationale de l'ANAP, l'Agence nationale d'application, non, je n'ai plus le sigle en tête. D'appui à la performance. D'appui à la performance, voilà, d'appui à la performance. Voilà, et beaucoup les trois autres personnalités avec l'expérience avec la FHF, bien sûr, à nos côtés, etc. Donc, vraiment une approche assez partenariale. Et ensuite, nous avons voulu créer un espace pour que chaque citoyen puisse s'exprimer. À la fois sur Internet, on a eu environ 600 contributions très construites de la part de nos concitoyens. On est un petit département de 300 000 habitants. On a ensuite voulu, au plus proche du territoire, avoir 9 réunions publiques où étaient invités à la fois les habitants, mais aussi les acteurs du territoire. 9 réunions publiques réparties sur tout le territoire de la Mayenne par bassin de vie. On a 9 bassins de vie sur notre territoire. Et puis, on a réussi à mobiliser les professionnels autour de 3 séminaires qui duraient chacun une journée. L'un sur... donc, c'était un bel exploit de réussir à obtenir que des professionnels s'engagent sur une journée entière, un samedi en plus, à passer un peu de temps à réfléchir à des solutions concrètes. Le premier était sur la question de la médecine générale, médecine spécialiste. Un deuxième était sur la question hospitalière. On a en Mayenne 3 hôpitaux, dont un qui était un peu menacé à un moment donné sur une partie de ses activités. Et dans le principal à Laval, des services d'urgence qui sont malheureusement régulièrement fermés. Et puis on a encore une clinique importante à Laval, et donc le lien entre hôpital et clinique était un sujet qu'on voulait évoquer. Et le troisième séminaire était sur la santé mentale. Voilà. Le tout a permis de recueillir des contributions, des idées concrètes d'action. Nous en avons déterminé 25 collectivement, qui ont fait l'objet d'un dernier séminaire pendant un samedi matin pour se mettre d'accord sur ces 25 actions, dont 10 ont été jugées prioritaires et 10 qui vont faire l'objet, à partir de maintenant, d'une déclinaison de fiches de travail permettant de mettre en œuvre des réponses concrètes. Je peux vous citer quelques exemples. Il nous est signalé par exemple que les internes qui viennent d'Angers, qui est notre CHU de référence, quand elles arrivent à la gare de Laval, c'est quelques difficultés pour rejoindre l'hôpital. Voilà. Bon, on va regarder si on ne peut pas mettre un petit pool de 2-3 véhicules électriques à leur disposition pour qu'ils puissent faire ce lien. C'est des petites choses, mais qui quelquefois permettent d'avoir sur ce que j'appelle le TripAdvisor de la qualité des stages, qui existe dans chaque CHU, d'avoir une note qui continue à s'améliorer. On veut tester, à la demande de l'Ordre des médecins, on a 2-3 infirmiers de pratique avancée sur notre territoire, mais on voudrait tester peut-être des délégations de tâches avec des infirmiers, sans qu'ils soient des infirmiers de pratique avancée. Il y a des demandes comme ça, donc la CPM était aussi autour de la table dans ces ateliers pour travailler sur eux. Je dis ça sous le contrôle d'un directeur d'une CPM de l'Essonne, et donc c'était votre collègue directrice de la CPM de la Mayenne qui était présente. On veut aussi expérimenter, on a une question sur les dentistes aussi, on a une déprise forte de la présence dentaire, peut-être des assistants, de la même façon qu'il y a des assistants sur le domaine des médecins,
des assistants avec aussi peut-être des délégations de tâches en soins bucco-dentaires ou en prévention en tout cas bucco-dentaire. Voilà, je ne vais pas faire toute la liste ici, mais on a un grand nombre d'idées qui sont sorties de ces états généraux et qui, une fois de plus, sont à notre main. On va y travailler avec Jean-Jacques Coiplet, bien évidemment, en toute transparence, comme on l'a fait depuis le début. Et on sait qu'effectivement, ça sera un long chemin. Hein. Ce qui m'inquiète simplement, c'est que j'entends toujours parler de 10 ans. Et il y a 4-5 ans, j'entendais parler déjà de 10 ans. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'à un moment donné, cette glissade s'arrête et qu'on parle non pas de 10 ans, mais d'années. Comme ça serait plus simple, en effet, d'espérer de voir le jour à l'avenir. Dans nos partenaires, on avait aussi David Gruson, hein, que d'autres vous connaissez sans doute. Il est maintenant engagé dans une entreprise qui a son siège en Mayenne, qui a sa principale installation en Mayenne. On sait aussi que le numérique, forcément, est un sujet qui permet d'avancer plus vite sur un grand nombre de points. Et puis, on a 2 personnalités en Mayenne médicale qui sont engagés au niveau national. Gendry d'abord, M. Gendry, hein, qui doit être président national des maisons de santé pluriprofessionnelles. Voilà, hein, et puis on a également, m'échappe à l'instant. Luc Duquesnel. Luc, voilà, je cherchais son prénom. Luc Duquesnel, qui est un peu un chef de bande, hein, je l'appelle souvent comme ça, mais qui est capable d'emmener avec lui toute l'équipe des médecins généralistes libéraux, qui a déjà fondé depuis 15 ans une permanence des soins de la DOPS qui marche très bien et qui est en train de construire un SAS, hein, un peu sur le même modèle pour désengorger. Donc le fait d'avoir aussi des leaders nationaux dans le territoire permet aussi d'engager plus facilement. Et puis, on y consacre du temps. J'ai la chance d'avoir un nouvel élu depuis le mois de juin 2015, issu des élections, qui est un médecin généraliste retraité, qui est devenu conseiller départemental. Et donc, Jean-François Salard. Et donc, le fait d'avoir aussi à mes côtés un élu ancien médecin généraliste permet d'avoir quelques ressources intellectuelles supplémentaires et de crédibilité qui ne sont pas inutiles. Donc, voilà cette démarche. On a voulu la concentrer sur un mois. Donc, ça a été très intense. Toutes ces réunions, tous ces séminaires se sont tenus en un mois et ont permis de dégager des idées plutôt intéressantes. Et donc, j'espère que ça permettra de faire bouger un peu les lignes, d'améliorer légèrement la situation. On sait très bien que ça ne suffira pas et qu'il faudra sans doute patienter quelques années. Mais on a le sentiment quand même qu'en agissant en local, en réunissant tous les acteurs et en continuant cette dynamique, on peut tenter d'améliorer la situation. On avait une première expérience intéressante il y a 3 ans, où on avait monté un centre de santé original qui faisait travailler des médecins retraités, des jeunes médecins retraités, avec des internes, CHU et la fac de santé d'Angers que le rôle, avec qui j'étais en visio d'ailleurs cet après-midi, sur ces questions-là, avait bien voulu nous confier. Nicolas Leroll. Et voilà, ça nous a permis d'avoir l'équivalent de 3 médecins généralistes. Et là, on a une nouvelle expérience qui fonctionne sur la même base de ce centre de santé départemental, qui est alimenté techniquement par Harmonie Mutuelle, hein, par ce qui nous permet d'avoir un socle juridique de professionnels. Je fais partie de ceux qui pensent que c'est compliqué de salarier des médecins en direct, nous, collectivités locales, qui vont mieux s'appuyer sur des gens dont c'est le métier. Et donc, on expérimente sur un autre territoire un peu en difficulté dans notre département, le même principe de jeunes médecins retraités, mais avec des médecins également salariés qui ont vocation sans doute dans les mois qui suivent à poser leur plaque, comme on dit, et puis avec des internes aussi. Donc bref, on essaie de mobiliser l'ensemble des ressources disponibles. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, mais vous avoir donné en synthèse cette idée. Et je suis prêt à ce qu'on vous communique par voie dématérialisée ce livre blanc qui est sorti de nos travaux, afin que vous puissiez peut-être le diffuser aux différents intervenants et aux participants. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président. Je suis content parce que j'avais prévu de vous poser une question sur cette initiative à Laval et vous l'avez abordée directement. Mais la démarche, y compris de livre blanc dont vous nous avez parlé, elle me paraît avoir quelque chose de très fondamental qui est de mettre tout le monde autour de la table
de façon très très large. Et à l'époque, ce projet de centre à Laval, moi j'en ai beaucoup entendu parler sous une autre casquette qui n'était pas celle de directeur de CEPAM mais de la Mutualité française, puisque la Mutualité était très fière, vous avez parlé d'harmonie, d'avoir apporté une contribution dans un travail avec l'ARS, l'universitaire, les médecins libéraux, puisque pour le coup c'est un travail qui avait été fait avec les médecins libéraux, sur un principe qui était un principe de non-concurrence, c'est-à-dire que les médecins retraités qui acceptaient de prolonger un peu l'activité sous forme de vacataires, eh bien, ne prenaient que des patients en rupture de médecin traitant, puisqu'à Laval, et c'est là une des dimensions importantes de notre discussion, en faisant la présentation, je parlais de zone rurale, mais la sous-densité de professionnels de santé, et pas seulement de médecins, n'est pas que liée à la ruralité, on le voit, y compris dans des villes de taille importante. Et à Laval, on a un nombre de médecins qui part à la retraite en ce moment, là, dans les dernières années, dans les prochaines années, qui est très considérable. Si je vous cite l'Essonne, par exemple, la moitié des médecins en Essonne sont aujourd'hui à plus de 60 ans. À peu près un médecin généraliste sur 2 en Essonne à plus de 60 ans. Alors, ils continuent à leur activité, puisque les médecins terminent de plus en plus tard. Mais enfin, on voit bien quand même que je ne sais pas s'il faut parler des 10 prochaines années, donc je dis plus 10 ans, mais on voit bien en tout cas qu'on a une période un peu compliquée devant nous. Et du coup, cette idée que les collectivités locales, même si elles n'ont pas une compétence santé, peuvent apporter une contribution, jouer un rôle, à condition de travailler avec les acteurs et notamment avec les professionnels de santé, ça montre qu'on peut trouver des solutions un peu concrètes. La question de ce centre de santé de Laval, c'est est-ce que les jeunes médecins, les internes qui sont un peu encadrés par les médecins retraités qui prolongent leur activité, est-ce qu'ils auront envie de rester à Laval? Il y en a eu un qui effectivement a fait le choix de s'installer, et donc on espère que ça se poursuivra. Très bien. Eh bien, écoutez, on va continuer la table ronde. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur le Président, mais on vous garde parce qu'on va échanger Je reste. avec vous, avec les autres intervenants. On commence par Madame Pascale Mathieu, présidente donc de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes. C'est important d'entendre un ordre professionnel, mais vous n'êtes pas une présidente d'ordre classique au sens qu'on pourrait entendre de grande prudence d'une institution ordinale. L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est extrêmement impliqué dans les réflexions sur la transformation du système de santé. Ce sujet de la répartition des professionnels sur les territoires est une question sur laquelle vous avez formulé des propositions, vous êtes actif dans le débat public, et donc c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Et ben, du coup, je vous laisse un peu nous expliquer comment vous analysez ce sujet. Les masseurs-kinésithérapeutes, je le rappelle pour tout le monde, c'est une profession parmi les professionnels de santé qui a déjà, on va dire, expérimenté des aménagements à la liberté d'installation. Puisque contrairement à d'autres professionnels de santé, il y a bien dans les règles conventionnelles depuis déjà longtemps des contraintes un peu liées à la densité. Pour autant, voilà, quel regard vous portez-vous sur ces questions, liberté d'installation ou pas liberté d'installation? J'ai noté que le président Richefou avait été très prudent sur le sujet. Est-ce que qu'attendent les professionnels de santé? Est-ce que c'est des questions de rémunération, d'aide, de primes, etc. Est-ce que des éléments pratiques qui améliorent la vie, comme la voiture électrique qui fait le lien avec la gare pour les internes, est-ce que ce genre de sujet peut être très important? Voilà, un peu avec l'expérience que vous avez, la réflexion que vous avez eue, comment vous pouvez alimenter le débat, nous dire un peu ce qu'attendent les professionnels, en tout cas les masseurs-kinésithérapeutes, et puis peut-être, du coup, quelle piste de solution on a pour passer cette période de sous-densité, le temps que les formations qui ont été élargies, l'assouplissement du numerus clausus produisent ses effets. Comment on va passer ces années un peu difficiles qui sont devant nous?
Eh bien, écoutez, merci de me donner la parole et je suis vraiment ravie d'intervenir juste après le président Richoux parce que j'ai écouté attentivement et ce qu'il a présenté est extrêmement réconfortant parce qu'on voit que les positions défendues par les acteurs de terrain sont très souples et vont dans le sens de beaucoup de transversalité entre les professionnels. Et ça, c'est peut-être ce qui nous a manqué pendant des années. Ce que je pense, parce que en fait, vous avez raison, c'est une réflexion que je mène apparemment beaucoup depuis quelques mois, mais ça fait plusieurs années que c'est au cœur de mes préoccupations. Après plus de 10 ans de responsabilité nationale, c'est vraiment un sujet que je vois venir depuis très longtemps. Et je pense que la solution, d'abord, elle ne sera pas unique. Et si c'était simple, on l'aurait fait depuis longtemps. Donc ça, je crois qu'il faut avoir ce postulat de départ. Je pense aussi que nous sommes dans une concurrence internationale pour les professionnels de santé et pas uniquement chez les médecins. J'ai eu l'occasion d'intervenir sur une journée à la Commission européenne sur les professions réglementées et en fait, on a pu constater qu'il y a une concurrence internationale et c'est à celui qui paiera le plus cher les médecins pour les faire venir et les attirer chez lui. Donc, le problème est mondial, on pourrait dire. Donc, ça, c'est une fois ça posé, on a aussi des nouveaux modes de vie dont il faut tenir compte. Et quand on dit « Ah oui, mais avant, mon médecin, à 22 heures, il s'occupait de moi », c'est un non-sens. Et on peut dire aussi que les professionnels de santé ont le droit d'avoir envie d'avoir une vie différente de ce qu'avaient les médecins généralistes d'il y a 30, 40 ans et les médecins de famille. Je crois que c'est au système de s'adapter aussi à ces nouveaux modes de vie. Quand on a dit ça, il faut d'abord avant tout penser aux patients. Donc si on considère qu'il y a beaucoup moins de soignants et de médecins, et si on considère qu'ils ont un mode de vie différent et qu'ils n'aspirent plus à travailler 80 heures par semaine, il faut bien trouver des solutions. Et je pense qu'elles sont dans l'interprofessionnalité et véritablement dans la coordination entre les professionnels de santé. Moi, ce que je pense, il faudrait déjà partir d'une analyse très fine du terrain. Parce que comme vous l'avez dit, les déserts médicaux, la difficulté d'accès aux soins, elle n'est pas du tout liée aux territoires ruraux ou à certaines villes. Elle peut être liée à certains quartiers, elle peut être liée dans un même département à des différences, mais majeures qui vont de zones très surdotées dans certains départements à des zones extrêmement désertiques. Moi, je suis en Gironde, j'exerce dans le sud de Bordeaux, à 35 km, 40 km au sud de Bordeaux, et il y a des grosses difficultés d'accès aux soins. Et pourtant, on est près de Bordeaux. Donc finalement, il faut qu'on raisonne, il y a l'échelle du département, mais peut-être à une échelle beaucoup plus fine. Et moi, ce qui m'a toujours perturbée et que je dis souvent dans mes rendez-vous institutionnels, c'est j'aimerais bien qu'on définisse d'abord combien il faut de professionnels de santé pour soigner la population. Combien il faut de médecins, de sages-femmes, de pharmaciens, d'infirmiers, de kinésithérapeutes et autres. Une fois qu'on aura répondu à cette question, il faut déjà savoir pour leur faire quoi. Parce que ça aussi, c'est un véritable sujet. Et puis ensuite, comment les répartir pour répondre au mieux aux besoins de la population. Parce qu'on n'aura pas besoin du même nombre de médecins dans certaines zones ou du même nombre de puéricultrices s'il y a des familles et des jeunes enfants, dans des zones rurales avec beaucoup d'agriculture ou alors d'industrie agroalimentaire, il faudra peut-être plus de kinésithérapeutes. Dans des zones où il y a plus de personnes âgées, on n'aura pas les mêmes besoins. Et puis, ça dépend aussi des transports. Est-ce qu'il y a des facilités de transport en commun? Donc, une fois qu'on a regardé au niveau géographique, et je pense que ça va résonner aux oreilles de certains d'entre nous, quand on aura regardé finement cela, avec cette analyse au plus près de la population, moi je serai totalement disruptive. Ma vision des choses, c'est on arrête de dire il y a les professions médicales, il y a les auxiliaires médicaux, on dit juste il y a des professionnels de santé qui ont chacun des missions et les moyens pour accomplir ces missions, mais en concertation. Ça veut dire qu'on a vu les différences qu'on a vues avec la crise pour les pharmaciens qui se sont vus
faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginées il y a 10 ans, parce que quand on parlait de vaccination contre la grippe, ça paraissait impossible à mettre en œuvre. Et maintenant, grâce à leur répartition très homogène sur le territoire, on voit que tout le monde est prêt à donner plus de responsabilités aux pharmaciens, par exemple, aux infirmiers de la même façon. Donc, je pense que si on raisonne de cette façon-là, on n'aura pas des soins dégradés, parce que certains s'inquiètent de se dire « ça va peut-être dégrader la qualité des soins ». Mais je ne le crois pas, parce que avec un exercice coordonné, en gardant toujours bien évidemment un rapport étroit entre les professionnels de santé à qui on déléguera des tâches diverses, ce sera toujours en lien avec le médecin. Et je vais vous donner pour exemple ce que nous proposons pour les kinésithérapeutes et que je demande depuis de nombreuses années déjà, c'est l'accès direct au kinésithérapeute, mais au-delà de cela, c'est de lui confier des missions plus larges avec des possibilités de prescription élargies. Et par exemple, ça s'est fait dans 2 protocoles qui ne sont pas applicables actuellement, mais c'est ce qu'a fait le Royaume-Uni avec des contrats qui ont été faits avec le NHS, donc au sein du système de santé organisé par l'État, parce que je pense que c'est une compétence qui doit revenir à l'État, et on a dévolu aux kinésithérapeutes britanniques tous les soins musculo-squelettiques, toutes les affections. Quand vous avez mal quelque part, vous allez chez le kinésithérapeute et c'est lui qui détermine s'il y a des drapeaux rouges et il vous oriente immédiatement chez le médecin, voire aux urgences si c'est nécessaire. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il va pouvoir vous prescrire une radio, des antalgiques, une orthèse, des séances de kinésithérapie. Donc, je pense que en partant des besoins de la population localement, en déterminant combien il faut de professionnels et les moyens qu'on va leur donner en exercice coordonné, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, on va déjà pouvoir aller beaucoup plus loin. J'ai déjà beaucoup parlé. En vous écoutant, Madame la Présidente, je perçois le fait que, et on l'a vu dans certaines réactions sur les réseaux sociaux à vos propositions, de la part d'un certain nombre de médecins, il y a quand même une résistance un peu à aller dans cette direction-là. Vous le percevez sur le terrain, cette collaboration est-ce que c'est un sujet de génération? Est-ce que les pouvoirs publics peuvent jouer un rôle là-dessus pour faire évoluer le regard réciproque entre professionnels de santé? Alors, écoutez, je vais peut-être, vous connaissez ma liberté de parole et ma liberté de ton. Moi, je suis très heureuse de voir que sur le terrain, ça marche. Et c'est pour ça, quand j'ai entendu le président Richoun dire que l'Ordre des médecins, les syndicats de médecins étaient demandeurs de délégation de tâches, de transfert de compétences, si j'ai bien compris, hein, et si je ne travestis pas ses propos, parce qu'ils avaient compris que localement, ça marchait. Quand j'ai vu que dans le cadre d'exercices coordonnés dans des maisons de santé, notamment à côté d'Orléans, ce sont les médecins qui nous ont téléphoné pour nous demander comment aller au-delà des délégations de tâches, plus loin que l'entorse de cheville et la lombalgie, mais tout le musculo-squelettique, parce qu'eux n'y parvenaient pas. Quand on sait que sur le terrain, les gens travaillent ensemble et se font confiance, moi j'ai confiance et je pense qu'il y a des postures de résistance un peu d'un autre temps, mais qui ont leurs racines dans la loi Chevandier et le monopole médical. C'est pour ça que moi, vous savez que je suis disruptive, je dis faisons sauter le monopole médical, ce qui n'enlève pas du tout du pouvoir aux médecins, mais parlons de professions de santé, chacun son rôle, chacun ses missions, et je pense que tout ira bien. Avec les formations, bien sûr, complémentaires nécessaires, hein, parce que l'essentiel, c'est de protéger les patients quand même. Est-ce que le président Richefou veut réagir? Non, pas particulièrement. Bon, je ne peux que confirmer que je suis certain que quand on réunit des acteurs localement qui ne se connaissent pas tous aussi bien qu'on l'imaginait. Moi, j'imaginais que toute la communauté médicale se connaissait. J'ai découvert que ce n'était pas le cas, même dans un petit département. Alors, pour faire sourire, il m'est arrivé de dire que c'est à cause du fait que les labos n'invitaient plus les médecins le soir dans des restaurants, qui avaient peut-être moins de convivialité. C'est une boutade, bien sûr, mais je pense que les médecins et les professionnels ne se connaissent pas autant qu'on veut le
on le pense, que le fait qu'il y ait des liens de proximité et que les gens se connaissent, ça aide. Et donc, une des actions qu'on a prévues, c'est d'organiser par bassin de vie des rencontres dans un cadre plutôt amical, comme on le fait d'ailleurs avec les internes, pour amener les gens sans doute à se rencontrer davantage. Et ça débloque, j'en suis sûr, un certain nombre de situations. Vous savez, ce que vous dites me fait penser que moi j'entends énormément dans mon expérience là depuis presque un an maintenant que je suis en Essonne, le fait que les centres de vaccination ont de ce point de vue-là changé un peu la donne et que beaucoup de professionnels de santé de terrain se sont retrouvés ensemble dans ces centres de vaccination, ont appris à se connaître, ce qui va dans le sens de vos propos, hein. Ils ne se connaissaient pas tant que ça. Ils ont travaillé ensemble, ils ont vacciné, ils ont échangé et ils ont envie maintenant d'avoir des projets ensemble. Docteur Johan Martin, la logique de notre programme nous conduit à vous. Je vous laisse peut-être compléter la présentation un peu rapide que j'ai faite et puis à la fois votre regard de médecin sur ce qu'on vient de se dire, sur l'ouverture qu'a faite Pascal Mathieu. Est-ce que vous faites partie des médecins qui pensent qu'il est dangereux d'ouvrir le champ du monopole médical ou est-ce que vous pensez que cette question finalement de la collaboration pluriprofessionnelle, c'est une des réponses, y compris en termes d'attractivité des territoires pour les professionnels de santé? Et merci beaucoup, merci à tous pour votre invitation et merci pour ces propos. Alors, en premier lieu, et bien sûr que je m'associe sur cet exercice pluriprofessionnel, puisque, comme vous le disiez en préambule, j'exerce au sein d'une maison de santé dans le Puy-de-Dôme, en milieu rural, mais aussi au sein d'une CPTS. Et donc, évidemment, que l'on a monté pour la MSP depuis 5 ans et pour la CPTS depuis 2 ans. Alors, je suis fervent défenseur, bien sûr, pour bien connaître du coup Pascal Gendry, puisque j'ai des fonctions pour la région pour cela, le partage de l'exercice pluriprofessionnel. Je pense que quand on se connaît, qu'on se côtoie et qu'on sait les qualités des différents professionnels avec lesquels on travaille, on peut bien évidemment et très simplement parler de délégation de tâches. Je pense qu'effectivement, parler de professionnels de santé et donc d'ailleurs de ne pas parler de déserts médicaux, mais plutôt de déserts en santé ou en tout cas d'utiliser un autre terme que celui juste médico-centré, un exercice pluriprofessionnel, une maison de santé, une équipe de soins primaires, elle fonctionne bien à partir du moment où justement elle n'est pas que médico-centrée, mais bien de façon horizontale, où chaque professionnel a son champ de compétences, ses envies, sa spécificité et qu'il la met au service de tous et surtout au service du patient. Donc l'avènement, en tout cas, la nouveauté dans le cadre notamment des protocoles locaux de coopération qui arrivent en plus de ces protocoles pluriprofessionnels nationaux est une très bonne chose là dans la loi, article 3 de la loi d'amélioration du système de santé et qui va permettre certainement de mettre en place des coopérations supplémentaires à l'échelle locale. Parce que je pense effectivement qu'on peut parler de ces délégations de compétences dans un cadre spécifique où les professionnels de santé se connaissent. Et c'est pour ça que je mets juste cette limite-là, c'est-à-dire que la délégation de tâches de façon générale, sans ce prérequis de professionnels qui se connaissent et qui travaillent ensemble, serait peut-être en revanche un point de friction et certainement quelque chose qui amènerait à des difficultés. Voilà, donc pour partager vraiment, je pense que ça c'est quelque chose qui est d'avenir, c'est quelque chose qui est attractif. Donner encore un exemple, on a grandi, nous, la maison de santé, et on est à 40 minutes de Clermont-Ferrand, dans une zone de semi-montagne, un petit peu éloignée, et pourtant, au moment où on a agrandi notre structure, où on avait la possibilité de prendre 2 médecins généralistes supplémentaires, 7 se sont présentés,
et on en a choisi 2 en équipe parce qu'ils correspondaient à l'équipe et correspondaient aussi à la philosophie de soins commune que l'on a. Voilà, donc pour vous dire que finalement, quand on travaille ensemble, quand on organise des choses autour de nos patients à l'échelle micro, hein, pour la maison de santé, eh bien, on est attractif. Je voulais amener aussi un deuxième point dans ce qui est l'accès aux soins, qui est l'accès aux soins d'urgence vitale. C'est quand même aussi un sujet qui est intéressant et fait partie aussi d'une de mes fonctions qui est l'organisation de ce qu'on appelle les médecins correspondants SAMU. Je ne sais pas si vous connaissez, en fait, ce sont des médecins qui ont cette compétence et cette formation SAMU. Ils sont dotés SAMU, formés pour la médecine d'urgence vitale et donc ils vont être déclenchés par l'hôpital, puisque c'est un vrai lien ville-hôpital pour le coup. Hein. Ils sont éloignés d'un service d'accueil des urgences, éloignés d'un SMUR, et ils vont intervenir auprès du patient qui a une urgence vitale pour limiter la perte de chance en attendant que le SAMU arrive. Voilà. Ça, c'est quelque chose aussi qui est attractif. On l'a vu sur plein de lieux parce que, vous le disiez, un médecin généraliste qui s'installe dans une zone un petit peu excentrée, eh ben, c'est les premières choses pour lesquelles il va se soucier, c'est-à-dire l'urgence. Il va se dire comment est-ce que je fais. Le fait d'être doté, d'être équipé et d'être formé spécifiquement pour ces choses-là, c'est quelque chose qui les rassure et qui les intéresse. Voilà. Donc ça, c'était aussi un élément. Et donc finalement, ça se structure aussi en équipe, parce que partir en intervention sur une urgence vitale, si on est tout seul, c'est impossible. Donc ça nécessite toute une équipe et une organisation pour pouvoir le faire. Donc voilà, moi je pense réellement que l'exercice pluriprofessionnel à l'échelle micro déjà, donc équipe de soins primaires et maison de santé, c'est un prérequis important pour la répartition des professionnels de santé sur un territoire et pour l'aspect qualitatif du soin auprès des patients. Et puis, l'échelle de la CPTS, qui est l'échelle territoriale cette fois-ci, est là l'échelon majeur d'organisation du lien entre la ville et l'hôpital, du lien entre le médico-social, le social et le médical. Et donc, cette infrastructure-là qui n'est plus que centré sur le patient, mais centré sur un territoire avec du parcours cette fois-ci, eh bien, a aussi toute son importance. On mettait souvent en concurrence ou en incompréhension CPTS, MSP, ESP, avec une espèce d'incompréhension des différents niveaux, des différentes échelles, alors que ce sont vraiment des échelles distinctes. Et je dis souvent ça, en fait, travailler en équipe, ça nécessite un changement de pratique, parce qu'effectivement, il faut vouloir travailler en équipe. Donc, ça nécessite un changement de pratique. Travailler au sein d'une CPTS, en revanche, ça ne nécessite pas forcément un changement de pratique, puisque là, ce sont plutôt des bouquets de services mis à disposition des patients et par l'intermédiaire des professionnels de santé dans le cadre des parcours et des organisations. Donc là, c'est un autre niveau. Voilà, c'était juste pour faire l'ouverture sur ces différents points. Et puis, je pourrais en parler des heures, donc je m'abstiendrai. Merci beaucoup. Merci à vous, docteur. Moi, je vais insister un peu sur, parce qu'on voit dans le débat sur la question qui monte un peu sur un certain nombre de territoires, c'est comment attirer des professionnels de santé, et donc en particulier des médecins. Vous avez donné quelques éléments de ce qui peut participer à l'attractivité d'un territoire, vu du professionnel de santé. Mais on voit bien aussi que des élus, et notamment des maires, et c'est pour ça que je profite de la présence encore d'Olivier Richefou avec nous pour faire dialoguer tous les deux là-dessus. Est-ce que la dimension financière, le loyer, des aides, des primes, etc., vous pensez que c'est un élément centrale? Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une forme un peu de concurrence des territoires? Pascal Mathieu parlait de la concurrence internationale, mais finalement, comment vous voyez un peu les choses là-dessus? Est-ce que vous avez des attentes, vous, comme médecin, vis-à-vis des pouvoirs publics, sur ces questions un peu d'accompagnement à l'attractivité du territoire? Alors,
Merci pour la question. Effectivement, alors nous, dans notre organisation, si je vous partage mon expérience, on fonctionne avec une association paritaire élue et professionnelle de santé à l'échelle de notre pays qui rejoint 3 communautés de communes, ce qu'on appelle le pays des Combrailles, cette partie ouest du Puy-de-Dôme. Et donc, on a un lien très fort avec les élus dans cette organisation des soins et autour d'une coordinatrice de CLS, d'un contrat local de santé réalisé avec l'Agence régionale de santé et toute une organisation justement pour harmoniser justement les organisations et les possibilités sur les territoires. Vous le disiez, il y a des leviers aidants pour l'installation de jeunes professionnels ou de professionnels tout court, puisque je pense pas qu'il y ait d'âge là dans la question, c'est plutôt de professionnels qui veulent s'installer sur un territoire, quel que soit leur lieu d'activité précédente. Et donc, il va y avoir, on le disait, plusieurs leviers, le lieu, l'environnement personnel, l'environnement professionnel. Après, je ne peux pas dire, bien évidemment, les aides qui existent, financières, fonctionnelles, sont des atouts, mais ce ne sont que des atouts. Je ne suis pas sûr que ce soit des éléments décisifs dans un choix. Je pense quand même, malgré tout, et puis pour toutes les concertations qui ont été faites auprès de différentes structures. On le voit bien, en tout cas, pour ma part, moi, sur la partie maîtrise de stage, pour accueillir des étudiants, des externes, des internes qui viennent régulièrement dans la structure et pour m'en occuper pour la faculté. Ça, c'est ce qui est l'élément déterminant, quand même, c'est connaître un environnement, connaître un territoire, avoir une attractivité pour ce territoire, se dire tiens, il y a quelque chose qui m'intéresse pour des raisons personnelles, pour des raisons professionnelles, voilà. Et à partir de là, s'il y a cette fibre-là, et ben après, il y a des choses qui vont se développer en plus. C'est-à-dire, je suis allé sur ce territoire travailler, ça m'a plu, je connais des gens qui vont me filer un coup de main pour pouvoir m'installer, et ça me plaît aussi. Donc, je pense que c'est plutôt la synergie entre tous les acteurs qui est importante pour pouvoir permettre la création. Je mettrai aussi 2 points simplement. C'est identifier les professionnels qui ont la fibre entrepreneuriale, quelle que soit leur profession, je parle là, dans la formation initiale. Identifier ces gens qui ont cette fibre entrepreneuriale et qui ont la capacité d'agréger autour d'eux d'autres professionnels. Et je pense que ça, c'est quand même un élément essentiel parce qu'il y a quand même un côté humain, on le voit bien dans toutes les situations où ça se passe bien et où on monte des choses intéressantes. Donc voilà, ça, il me semble quelque chose d'intéressant. Et puis peut-être aussi dans un deuxième point, c'est de bien faire attention justement qu'il y ait des lieu de discussion et d'échange pour ne pas se retrouver, vous le disiez, juste sur des phénomènes de concurrence entre communes, entre élus, qui peuvent générer du coup des tensions sur certains territoires et on le voit. Et pour partager la projection de l'adresse, c'est pas moi qui le dis, c'est la projection de l'adresse de l'automne dernier qui disait que pour la densité standardisée des médecins généralistes, cette densité standardisée qui correspond à plusieurs critères dit qu'en fait on baisse encore en densité standardisée jusqu'en 2027 et qu'il faut attendre 2035 pour retrouver la densité de 2021. Donc, on voit bien que, vous le disiez, à l'échelle de 50, 10 ans, en tout cas, on va vers une difficulté majeure là, sur ces 7 prochaines années et que c'est bien en synergie, en coopération, en pluriprofessionnalité qu'on pourra répondre à cette problématique et sûrement pas en nombre ni en proposition financière. Merci, docteur. Alors, je vois qu'on commence à avoir des interventions. Donc, je rappelle à tout le monde que sur l'onglet questions-réponses, vous pouvez formuler des questions ou des remarques qu'on va essayer de transmettre à nos intervenants. Avant de prendre quelques questions, justement. Je veux bien réagir. Oui, j'allais vous donner la parole, Président. Alors, je vous laisse réagir. Allez-y. Ouais, je voulais réagir par rapport à cette question de la relation entre les collectivités et les médecins. J'étais maire précédemment d'une commune de 6 000 habitants à côté de Laval.
Et on a réussi à mettre en place cette maison de santé pluriprofessionnelle, d'abord en s'intéressant au projet des médecins, bien évidemment, et ça commence par ça. Et on a parlé loyer. On a parlé loyer, et là, on a vu les différences se mettre en place entre les médecins, entre celui qui voulait que la commune rase gratis, c'est-à-dire prenne tout en charge et qu'il n'y ait pas de loyer, et puis les médecins raisonnables dont vous faites partie, qui considèrent que quand on a une rémunération moyenne, si je suis les stats nationales, entre 7 et 8 000 euros par mois, on doit être capable de payer un loyer sur une base de 6-7 euros du mètre carré. Voilà, et que c'est pas indécent. Mais on voit encore des jeunes médecins, j'en ai vu un récemment, qui voulait que la commune lui finance même sa plaque pour qu'il puisse la poser sur son installation. Mais c'est la minorité. Et moi, je sens bien que dans les jeunes générations, on a des gens qui, comme vous venez de le dire, sont très ouverts plutôt sur le projet, sur l'environnement et sur l'accueil qui leur est réservé. Et je crois que c'est essentiel. Après, il faut faire attention à la concurrence. C'est pour ça qu'on essaie, nous, de traiter le dossier, en tout cas au niveau départemental, qu'on essaie au moins à l'intérieur du département de ne pas se faire de concurrence. En revanche, on essaie d'aider aussi, par exemple, on s'apprête à mettre en place un dispositif, notamment pour les assistants médicaux. On voit bien que certains cabinets médicaux ne sont pas conditionnés pour accueillir un assistant médical, qu'il faut donc faire quelques travaux. Bon, on se prépare à prévoir une ligne de subvention pour accompagner des travaux. Mais le plus important, pour moi, c'est d'accompagner le changement. Et avec Luc Duquesnel, on est en train de réfléchir à peut-être une structure partagée qui permettrait de faire de l'ingénierie, le mot est peut-être un peu trop fort, mais on a quand même un grand nombre de médecins qui ne sont pas encore dans les CPTS, qui ne sont pas encore dans des maisons de santé pluriprofessionnelles, et auprès de qui il faut peut-être les accompagner. Le médecin conseiller départemental qui était dans le Nord-Mayenne a été le premier, qui est conseiller départemental aujourd'hui, a été le premier à avoir un infirmier de pratique avancée. Il m'a dit, j'ai mis 1 an à convaincre mon associé d'utiliser les services de l'infirmier de pratique avancée. Voilà. Donc on voit qu'il y a encore un travail d'ingénierie, le mot est sans doute trop fort, mais de conviction, et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'un médecin qui parle à des médecins. Donc il faut continuer à faire ce travail. Ce n'est pas qu'une question financière, il faut aussi savoir mettre un peu d'huile dans les rouages, et surtout une question d'aider à la transformation du modèle. Merci beaucoup, Président. Mais donc, je note qu'il n'y a pas de maires qui vont débaucher quelque part un médecin chez le maire d'à côté en Mayenne. Voilà. Mais on voit que c'est un risque. Il peut y avoir quelques exceptions. Et on voit surtout que, même si c'est rare aujourd'hui, eh bien, la période de sous-densité dont parlait le docteur Martin tout à l'heure, qui nous amène jusqu'en 2030, voire 35, fait que ce risque-là d'exacerbation un peu de concurrence territoriale, il va s'accroître, et que si on ne le régule pas par une approche notamment départementale dont vous parlez, il peut y avoir des choses tout à fait fâcheuses, hein, et peut-être même un encouragement, une forme de mercenariat que vous avez un peu évoqué les uns et les autres en filigrane. Bon. Je propose, le docteur Martin parlait d'entrepreneurs de la santé qui ne sont pas forcément médecins. Et donc, c'est une bonne transition pour donner la parole à Kevin Phalippon. Vous êtes pharmacien et je vous laisse continuer le tour de table, et à la fois en réagissant à ce que vous avez entendu, puis en nous apportant votre expérience de ce qui se passe aussi sur l'accès aux soins sur votre territoire. Oui, merci. Écoutez, c'est vrai que je souscris à beaucoup de choses qui se sont dites de la part de la présidente de l'Ordre des kinés, de mon collègue Johan Martin et puis du président Richefou. En effet, il y a plusieurs questions. Alors, en préambule, il y a une chose dont on n'a pas parlé, et ça, je ne m'explique pas. Vous avez raison, Albert Lotman, les pharmaciens, je crois, sont des entrepreneurs. On a parlé tout à l'heure notamment du fait que, en effet, en faculté de pharmacie, on nous apprend assez tôt à apprendre à ce côté entrepreneuriat par des cours dédiés. Et c'est vrai que sur la question des médecins, il y a une chose dont on n'a pas évoqué. Je me pose toujours la question de pourquoi, et quand je vois mes jeunes collègues médecins débarquer, pourquoi cette peur de l'attrait du libéral? Alors ça, je ne me l'explique pas complètement, d'autant plus qu'en fait, dans d'autres professions, notamment comme la pharmacie, peut-être les kinés, en tout cas les infirmiers libéraux, c'est le cas,
secteur que je connais bien par un certain conflit d'intérêts, car ma femme est infirmière libérale. Voilà, ça, bon, aujourd'hui, je ne sais pas, cette peur du libéral qui est, bon, ça se passe bien, je veux dire, ça s'est toujours à peu près bien passé, on s'en sort bien. Donc, peut-être qu'il y aura aussi un travail à faire en termes de prévention, peut-être en faculté, enfin, probablement, même certainement, sur ce point-là. Je pense que vous l'avez tous souligné, l'attrait territorial, très important, en effet. Faire attention aux inégalités. On a parlé avec le président Richefou on a un peu des courses aux échalotes. C'est vrai qu'il faut faire attention aujourd'hui à cette course à échalotes sur la subvention, la voiture de fonction, des choses, des locaux, etc. En effet, je pense que tout bon médecin qui se respecte peut se payer un loyer à 7 € du mètre carré. Chez nous, on est même à 10-12 € et ça se passe extrêmement bien. Je crois qu'on a parlé à un moment donné, je crois que, je ne sais plus si c'était en préambule, notamment des inégalités territoriales et du fait qu'il faut quand même, non, je crois que c'est Yann Martin qui a dit, en effet, il faut que ça reste régalien. En effet, il y a un travail local à avoir, notamment dans le pluripro, et il y a du national. Notamment dans les inégalités territoriales, on sait que les collectivités, on travaille beaucoup avec les collectivités. Moi, je suis gérant d'une maison de santé depuis 5 ans. On l'a créée, on a monté une infrastructure de 900 mètres carrés qu'on a inaugurée il y a quelques mois, qui nous a permis d'attirer un certain nombre de professionnels. Je m'en réjouis, donnant un nouvel élan et surtout pérennisant. Et c'est ça qui est important, notre offre de soins de premier recours. C'est vraiment ça le but dans une ruralité. Notamment où c'est compliqué, l'un n'est pas épargné comme la Mayenne avec une sous-densité des professionnels de santé. Il est important d'avoir une égalité. L'égalité, elle se fait aussi, on sait que les collectivités mettent de l'argent massivement parfois pour monter des collectivités, mais il y a quand même des différences, notamment entre les départements, les régions. Ça, il faut le noter et on va avoir des collectivités très généreuses et puis parfois des collectivités moins généreuses. Donc, pour ce qui est de notre cas, par exemple, on avait été aidé assez massivement par la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec une enveloppe se montant jusqu'à 200 000 € qu'on a touché. 200 000 € sur un projet à 2 millions d'euros porté par nous, c'est-à-dire par du privé. Vous faites le ratio, on est sur une subvention de 10-15% du financement, ce qui fait que, vous voyez, c'est quand même pas négligeable quand le reste sont des professionnels de santé qui investissent et parfois même des professionnels de santé qui investissent pour leurs collègues. Donc ça, c'est important qu'on ait quand même cette égalité aussi territoriale. Je crois qu'on a parlé de délégation de tâches, elles sont évidentes. Bon, la crise, comme dans toute crise, il y a aussi du positif. La crise a été un accélérateur formidable. On peut aussi dire dans certains domaines, notamment sur le pluripro. Vous avez cité les centres de vaccination, la coopération. Je crois que clairement, là, on a atteint des sommets intéressants où les professionnels ont dû se coordonner pour répondre à des problématiques locales au pire moment, au moment des confinements, au moment où on a eu des problèmes d'accès aux soins lors des pics de la crise. Donc ça, c'est des choses importantes. En effet, les délégations, je pense qu'il va falloir aussi, à un moment, et là je parle du régalien, en local, il est clair que le pluripro est indispensable. Je suis un convaincu, je suis tombé dedans quand j'étais petit moi aussi. J'ai été formé en maison de santé à Pont-d'Ain, dans les premières maisons de santé de France chez Pierre de Haas. Donc voilà, c'est évident. En revanche, il faut aussi que nos élus, notre représentation nationale, nos représentants et syndicaux, la CPM, le national, au niveau des conventions, puissent aussi accélérer dans ces délégations nationales et qu'on puisse aller un peu plus loin. Je vais m'en expliquer en vous donnant quelques exemples. Aujourd'hui, en 2022, on est encore dans un système, comme je le dis souvent à mes étudiants, notamment dans lequel j'enseigne en territoire et vieillissement, territoire santé vieillissement, on est dans un système qui est encore beaucoup trop pyramidal. Madame la présidente de l'ordre des médecins, des kinés vient de nous le dire. Comment peut-on aujourd'hui encore accepter en 2022 qu'une infirmière libérale ne puisse même pas prescrire un antiseptique ou ne puisse intervenir chez le patient que sur prescription d'un médecin? Voilà. Ça, c'est un problème. On l'a vu avec les kinés dans certains accès devraient être directs. Et là, pour le coup, il y a encore des verrous qu'il va falloir améliorer, faire sauter pour une meilleure prise en charge
en offre de premier recours. Alors, ces verrous, ils commencent à sauter en effet grâce aux structures pluriprofessionnelles. C'est bien. Attention quand même, il faut savoir qu'on n'a pas, là aussi, on a des inégalités. C'est-à-dire que nous, par exemple, dans l'Ain, on a été très pionniers, on a une certaine maturité en termes de maisons de santé, mais j'ai des confrères en région Auvergne-Rhône-Alpes qui n'ont pas cette maturité-là. Et donc, qui sont confrontés aux mêmes soucis que nous. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus toujours s'appuyer que 100% sur le pluripro. Il faut qu'aussi, dans le domaine général, on puisse être autorisé tous les professionnels de santé à avoir de nouvelles délégations. J'en prendrai pour les pharmaciens quelques-unes rapidement. Sur les cystites, je pense qu'on a tous connu la cystite de la femme du samedi soir, où malheureusement le pharmacien, à part faire du dépannage, ne peut pas faire grand-chose. On a parlé tout à l'heure des soins dentaires, c'est pareil, aujourd'hui on est limité au paracétamol. Enfin, je pense qu'on pourrait imaginer en pluripro, mais au national, de pouvoir quand même délivrer des antalgiques de palier 2 à quelqu'un qui souffre fortement et qui pourrait potentiellement patienter jusqu'au lundi suivant, peut-être de voir son médecin généraliste, enfin surtout un dentiste, mais c'est pas évident. Donc, on sait en plus que c'est des choses qui fonctionnent parfaitement bien. On a cité tout à l'heure, même le président de l'Ordre, notamment d'autres pays, le Canada, très en avance sur la pharmacie clinique, très en avance sur les délégations. Alors, au-delà de délégation, je ne sais pas si le terme est très correct. Je pense qu'il faudrait finalement qu'on ait une montée en compétence des autres professionnels, mais non pas en dépossédant du monopole ou des compétences des médecins. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce qu'ont compris d'autres pays bien avant nous. Il y a 10-15 ans, le Canada, le Portugal, la Suisse, le Royaume-Uni, on l'a vu sur la vaccination. Bon, on a pris un tournant majeur grâce à la crise. En pharmacie, on voit qu'avec la nouvelle convention, nous, ça arrive. Mais ça arrive, ça met du temps et je pense qu'on pourrait encore déverrouiller quelques verrous, si je puis dire. Tout ça pour dire qu'au niveau des territoires, on l'aura bien compris que le temps médical au sens médecin est précieux. Et donc, vu qu'il est précieux et que malheureusement, les prévisions dantesques de Johan Martin qui nous annoncent malheureusement aucune amélioration de la météo avant 2035 ne nous réjouissent guère. Je crois qu'il va falloir qu'on accélère dans ces domaines de montée en compétence des autres professionnels, à la fois au national pour l'ensemble des professionnels, dont les pharmaciens avec des délégations de prescription. On peut penser au tabac, on oublie quand même, mais aujourd'hui, il faut savoir que le pharmacien est le seul praticien qui ne puisse pas prescrire du sevrage tabagique. On peut quand même s'interroger de la pertinence d'une mesure pareille. Donc le temps médical étant précieux, il faut qu'on ait une montée en compétence des professionnels, à la fois au national pour tout le monde et bien entendu dans le pluripro au niveau des territoires. Alors, je vous propose qu'on prenne quelques questions qui ont été posées dans la salle, mais juste avant, docteur Martin, sur le rôle du pharmacien, est-ce que vous pratiquez, vous, la dispensation protocolisée? Est-ce que quand un enfant arrive dans une pharmacie pour une angine ou pour une varicelle, peut-être l'exemple est meilleur que pour l'angine, parce que, voilà, est-ce que le pharmacien n'est pas incapable de délivrer le bon traitement? Tout ça est quand même assez travaillé par la HAS, me semble-t-il. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci pour la question. Alors évidemment, je ne peux que répondre favorablement puisque vous parliez justement dans le cadre de protocoles qui se passent en maison de santé, de ces 10 protocoles, de ces premiers protocoles travaillés par la HAS de coopération justement, de délégation de tâches et notamment celui de la cystite qui se passe en maison de santé et que nous on réalise avec les 2 pharmacies qui font partie de la maison de santé, qui nécessite, enfin c'est quelque chose de très codifié, effectivement, on le disait, un contrat de délégation de tâches avec des critères qui sont définis et validés par la HAS pour cette partie-là, qui sont des protocoles nationaux, et qui nécessitent une formation aussi des professionnels et qui leur permet, par exemple dans la cystite, selon un algorithme, de délivrer la phosphomycine à la patiente dans le cadre de cette infection urinaire. Alors ça,
pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Nous, on l'a mis en place aussi, par exemple, pour la lombalgie avec les kinés. La question, c'est encore, je reviens juste sur ça, c'est parce qu'on se connaît, parce qu'on sait ce que fait l'autre, qu'on envisage ses délégations, et aussi parce que dans le cadre de la maison de santé, dans le cadre de l'organisation, on a un système forfaitaire, un petit peu supérieur finalement à un médecin généraliste normal. Il y a une étude d'ailleurs qui était sortie qui disait que sur le revenu du médecin généraliste était un petit peu supérieur au sein d'une maison de santé qu'en exercice isolé. C'était la DRES, il me semble, ou l'IRDES, non, c'est l'IRDES, hein, c'était une étude de l'IRDES de l'année dernière. Ce que je veux dire, c'est que justement pour pouvoir débloquer ces situations de délégation de tâches, il y a aussi certainement quelque chose de national à envisager. Et là, je me tourne bien évidemment vers la Caisse nationale d'assurance maladie, mais on imagine bien que dans une rémunération à l'acte, un médecin généraliste, actuellement, c'est 90% à l'acte, 10% au forfait, si on compte ROSP, forfait, structure, co. On imagine bien que ces actes, et d'ailleurs les syndicats des médecins le disent, en fait, ils disent, bah, si toute la partie, on va dire, assez simple et déléguée, eh bien, reste effectivement tout ce qui est d'activité plus conséquente et pour lequel d'ailleurs on attend en fait le médecin, mais disent, bah, alors du coup, la partie de la rémunération et tout ça. Et alors, on revient dans un système de concurrence cette fois-ci, qui là pour le coup est délétère à l'exercice coordonné, pluriprofessionnel, où on imagine bien que si la part forfaitaire, alors là peut-être que je ne me ferai pas des amis en le disant, mais tant pis, on imagine bien que si la part forfaitaire était un petit peu plus importante sur certains indicateurs justement de qualité, on diminuerait cette part de concurrence et on pourrait favoriser la mise en place de ces délégations de compétences, encore une fois, dans un environnement spécifique, enfin pour moi, je pense, dans un environnement spécifique de professionnels qui se côtoient, qui se connaissent et qui ont un outil commun de fonctionnement autour du patient. On le pense à une messagerie sécurisée au minimum et encore mieux, pour m'occuper beaucoup de ça, d'un système d'information partagé qui permettrait de pouvoir avoir une sécurité pour le patient, parce que dans tout ça, on parle souvent permanence des soins. Je pense qu'il faut mieux parler justement de qualité des soins et de continuité des soins et qui évite justement le recours trop à l'aigu. Voilà, pardon. Non, je suis navré. C'est passionnant, docteur. Alors, notre grand témoin a un droit d'option. Il peut intervenir quand il veut dans la discussion. Et donc, je donne la parole à Aurélien Rousseau. Merci beaucoup. Non, grand témoin, le mot est un peu impressionnant. Je salue tous les participants et à mon tour le président Richou. C'était en 2019, je crois, on participait ensemble à un événement de la CNSA sur notre casquette et on a quand même un tout petit peu l'impression que c'était il y a 2 siècles ou 2 siècles et demi et qu'entre-temps, il s'est passé plusieurs siècles. Mais bon, donc tout ceci est vraiment tout à fait passionnant. Je précise que je n'interviens évidemment qu'à titre tout à fait personnel, puisque j'ai quitté mes fonctions de directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Mais je trouve, et je voulais rebondir sur ce qui a été dit par certains, qu'au fond, il y a beaucoup de ces mots qu'on avait posés quasiment exactement de la même manière dans Ma Santé 2022 en 2018 sur le pluripro et par exemple sur les parcours et par ailleurs, ça n'a pas été dit, mais sur les aspirations des professionnels, quelque chose qui est par ailleurs totalement convergent avec les professionnels de l'hôpital eux-mêmes. Le fait de vouloir plus travailler en équipe, le fait de ne pas vouloir faire 40 ans exactement le même métier, le fait de partager son exercice potentiellement entre plusieurs lieux. Donc ces éléments, ce discours sur le territoire, on l'avait beaucoup dit, hein,
et les ARS, par exemple, à l'issue du grand débat national, avaient été sérieusement secoués sur cette question-là, pour dire les choses clairement, sur leur côté trop distant, trop technocratique d'une certaine manière, parce qu'elles incarnaient aussi un système dont, au fond, la crise a fini par démontrer qu'il était dans ses modes de régulation, au fond, à bout de souffle. Mais ce que je trouve assez passionnant, c'est que la crise, qui n'est pas terminée, qui fait encore chaque jour une centaine de morts, donc disons-le avec sans aucune forme de sourire aux lèvres, mais la crise, oui, vous le disiez à l'instant, a été un accélérateur. Plus exactement, un démonstrateur que les mots qu'on posait, les mots que l'on posait précédemment, c'est bien ceux-là qui sont en jeu. Moi, par exemple, je vais confidence vraiment qui n'a pas grand intérêt, mais la part variable des directeurs généraux d'ARS était notamment liée à l'avancée des projets de CPTS. Et j'avais assez peu d'émotions sur le fait que ma part variable puisse être altérée quand la crise a commencé, parce que j'en avais d'autres, des émotions, mais je pensais que du coup, il y aurait beaucoup moins de CPTS. Je me plantais, parce qu'en fait, la dynamique de la coordination, du dialogue, elle s'est renforcée. Vous l'avez dit, elle s'est renforcée au moment des centres de vax, mais elle s'est renforcée avant, quand on a monté des centres Covid. Elle s'est renforcée quand on a monté, sans doute, c'est vrai que c'est à l'échelle de l'Île-de-France que ça a été le plus massif, et puis sans doute en Mayenne aussi, quand il y a eu un cluster, qu'on a monté des opérations pour aller tester au plus près des gens. Et au fond, j'ai le sentiment que la crise, elle est à la fois une lumière extrêmement crue, blafarde et terrifiante sur la réalité, et qu'elle est à la fois un accélérateur. C'est ce que j'appelle, moi, d'une certaine manière, à la fois la morsure et le rebond. Et je voudrais juste prendre quelques exemples qui me tiennent à cœur. Je pense aujourd'hui que on ne fera plus rien en matière de santé publique si on ne le fait pas en coalition. Moi, je sais qu'au titre de l'article L 1434 et quelques du Code de la santé publique, le directeur général de l'ARS est chargé de mettre en œuvre la politique de santé au nom de l'État. Quand, en mai 2020, nous mettons en place le premier Barnum au pied des tours à Clichy-sous-Bois, pour aller tester, parce qu'on se dit qu'il ne faut pas qu'il y ait d'angle mort. Il ne faut pas que là, déjà, il y a eu de la surmortalité, il y a un indice de développement humain qui est faible, il y a une démographie médicale catastrophique. Il faut qu'on aille vérifier que l'épidémie ne reparte pas là. Mais il y a qui autour de nous? L'attente, le Barnum, il a été filé par la mairie de Clichy. J'ai appelé la veille le président du conseil départemental, Stéphane Troussel, qui m'a passé des bus, parce que ça fait bien longtemps que l'armée n'a plus de bus dans ce pays. On rêve aussi sur certains trucs. Il y a le préfet qui est venu, parce que par ailleurs, on ne sait pas trop comment ça va tourner, donc il y a un peu de force de police disséminée. Il y a l'ARS, il y a une équipe de l'assistance publique hôpitaux de Paris, parce que c'est eux qui vont prélever. Et il y a l'assurance maladie, parce que si on n'ouvre pas les droits, on reconstitue des inégalités. Et je me dis, cet esprit de coalition qu'on a vécu aussi dans la vaccination, évidemment, on n'a pas tout réussi, en l'occurrence, on n'a pas tout réussi tout de suite, et on a été poussé, challengé, quelquefois on s'est engueulé avec des collectivités qui trouvaient que ça n'allait pas assez vite, etc. Mais à la fin, aucun de nous n'aurait rien pu faire tout seul, et y compris quand on est dans le cœur de ses compétences. Et ça, je trouve que cet esprit de coalition, je me dis que si l'État doit sortir de cette crise avec une conviction, c'est qu'il est à la fin un garant des coalitions. Moi, quand on me dit, par exemple, tiens, les dispositifs type Covid List ou Covid Contact, ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, ou Covid Tracker, ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, qui sont des dispositifs inventés par des personnes de la société civile, ils me disent, tiens, ça c'est le symbole de l'échec de l'État. Et pour moi, ce n'est pas du tout le symbole de l'échec de l'État. Si ces personnes ne s'étaient pas saisies de ça, on aurait été fautif de ne pas le faire. Mais il serait dingue, or l'État a quelquefois cette tendance de se dire
ah ben tiens, ils ont fait ça eux dans leur coin, mais nous, on va réinventer. On le sortira peut-être 1 an et demi après, la crise sera passée, mais on sera content, on l'aura fait. Donc, moi, je pense que, premièrement, cet esprit de coalition, il est essentiel. Deuxièmement, et je n'ai que 3 petits points. Deuxièmement, et là, c'est pour ça que, Albert, je te disais, je voulais dire un mot avant que le président Richou éventuellement ne parte, c'est que je me dis aussi qu'on prend un truc en pleine figure, hein, en pleine, même ça se dit en pleine gueule, hein, c'est les effets des déterminants de santé, les effets des inégalités, comme amplificateur de tout ce qu'on a vécu. Moi, dans les pires journées pour l'instant que j'ai vécues dans ma vie, celle du 30, du 31 mars et du 1er avril 2000, quand je visitais des réanimations en Seine-Saint-Denis, la réalité, c'est que les personnes qui étaient dans les lits de réanimation, c'était des personnes obèses et issues majoritairement de catégories ethno-raciales, pour dire les choses avec plein de précautions, identifiées. C'était ça la réalité. 50 fois, on a lu ça dans les rapports, dans la charte de Montréal, que les déterminants de santé, le logement, le travail, etc., c'était ça qui était, au fond, quasiment plus important que le soin. Oui, plus important que la structure de soins elle-même. Mais les jeunes qui sont morts en Seine-Saint-Denis, 450% de surmortalité par rapport à la moyenne nationale. C'est quoi? C'est un type qui est chauffeur Uber, en surpoids parce qu'il est quand même dans une situation où il fait pas beaucoup d'exercice. Ça marche aussi pour les membres du Conseil d'État, hein, mais où il fait pas beaucoup d'exercice. Il est indépendant. Peut-être qu'il ne sait pas que l'assurance maladie a mis en place un système qui fait que même si lui s'arrête, il va pouvoir être pris en charge. Et donc, il tousse, il ne s'arrête pas de bosser parce que sinon, il n'a plus rien. Et à J+7, décompensation massive. Et ces gens-là, ils sont morts ils sont même morts avant d'arriver en réanimation. Et ça, ce truc, c'est un coup au plexus. C'est un coup dans la figure qui fait qu'on ne peut plus faire comme si la santé publique et le travail sur les déterminants de santé, c'était, comment dirais-je, ce qu'on met la cerise sur le gâteau. Ça serait une erreur fondamentale. Et j'ai eu le débat, et j'ai souvent le débat, y compris avec des élus que je connais depuis très longtemps. Évidemment qu'il faut sans doute revoir le nombre de lits de réanimation. En Seine-Saint-Denis, il y en a 48. Évidemment, sur les 1140 lits de réanimation de l'Île-de-France, ça n'est pas défendable. Mais je peux dire un peu solennellement que tous les séquano-dionysiens qui avaient besoin d'être hospitalisés en réa, ils l'ont été à Paris ou dans d'autres départements. Donc oui, il faudra plus de lits. On a annoncé qu'il y aurait 1000 lits de réa de plus. Mais il faut surtout une mobilisation générale sur ces sujets-là. J'en parlais là aussi avec le président du département de la Seine-Saint-Denis pour prendre cet exemple. Est-ce qu'on met suffisamment d'intelligence collective sur ces sujets par rapport à d'autres? Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait collectivement? Mais on a une chance inouïe. Les départements, ils ont entre les mains, si je puis dire, les collégiens pendant les années pendant lesquelles l'obésité peut s'installer de manière, voilà. On est tous, je mets évidemment les ARS au premier chef, hein, on est tous petits bras dans ce qu'on invente sur ces sujets de prévention. Or, on le voit maintenant, le facteur obésité, évidemment, hypertension, diabète, mais même sur l'AVC, la surmortalité, elle se superpose à l'iris près, quand on fait un peu de géographie, à l'iris près à la cartographie des inégalités. Et donc, moi, ma conviction, c'est que cette crise, elle doit nous conduire à un rebond de la santé publique. Et ce rebond de la santé publique, il passe précisément, et c'est pour là que la boucle est bouclée, par le fait d'avoir de la coopération entre les professionnels. Le professionnel diététicien, par exemple, oui, il aura un peu plus de temps, sans doute qu'il parlera un peu mieux, docteur, sur ces sujets avec la personne. Il fera aussi une approche un peu plus communautaire. Moi, je sais bien que le mot en France, santé communautaire, fait souvent hurler, mais aller parler de règles diététiques à des personnes qui font le ramadan, est-ce que vous leur parlez exactement de la même manière que des personnes qui ne le font pas? Ça, c'est renforcer les inégalités. Bon, voilà. J'ai deux derniers points, du coup j'en ai rajouté un. On a un problème en France quand même, et le président Richou le sait bien, c'est qu'on ne se sort pas de cette idée de principe d'égalité dans sa version la plus, pardon, je vais prendre le terme scientifique, la plus con qui existe.
Le principe d'égalité, c'est pas faire partout pareil. Le principe d'égalité, c'est qu'on fait en fonction des situations locales et qu'on adapte. Mais je dirais par ailleurs que du coup, le principe d'égalité, il impose la différenciation. Moi, pendant la crise, dans chacun des départements d'Île-de-France, les choses ont été faites différemment. Vous le disiez, en Mayenne, ben, vous avez des acteurs reconnus, un peu leaders, ben, on va s'appuyer sur eux. Dans un département, c'est l'ordre des médecins. Dans un autre, c'est quelqu'un de l'URPS. Dans un autre, l'URPS médecin parle bien avec les autres URPS, dans d'autres, pas terribles. Dans certains, il y a un APTA. Nous, c'est vrai, ARS, on a tendance à dire, ben, on va faire un jardin à la française. Et les jardins à la française, ça finit par ne plus pouvoir être arrosé. Donc, du coup, moi, je suis vraiment convaincu qu'il faut accepter ce principe de différenciation et que l'État lui-même dans l'action. Et dernier point, c'est le point essentiel pour moi, c'est que je ne sais pas comment le dire pour que ça ne paraisse pas cynique, mais ce qui nous attend en termes de démographie, médicale en particulier, je choisis le mot médical là, dans les 5, dans les 10 ans, je ne sais pas ce que c'est. D'une certaine manière, ça nous oblige, ça va nous obliger à bouger plus vite. Et au fond, quand même, évidemment, moi, je vois ma mère dans le Gard qui n'a plus de médecin traitant, c'est une bagarre et ça me rend fou. Mais je me dis qu'il y a plein de moments où elle aurait été mieux soignée sur certains trucs si elle avait été dans un vrai parcours de soins entre professionnels. À des moments, pour renouveler une ordonnance d'une pathologie stabilisée depuis 20 ans, c'était peut-être pas la peine qu'elle ait un médecin traitant. Donc ça va nous obliger à ce travail. Et je pense, et je terminerai par là, que la crise, elle nous démontre aussi quelque chose, parce qu'on est obsédé d'un côté par les complotistes, par tout ça, mais en fait, quand même, l'immense majorité de nos concitoyens, ils ont été d'une maturité inouïe dans cette crise. Et y compris la culture des enjeux de santé publique, d'épidémiologie. Alors, on s'en moque en disant maintenant tout le monde est épidémiologiste. Mais écoutez, c'est quand même extraordinaire d'avoir collectivement compris, y compris des trucs compliqués à expliquer, d'avoir accepté l'inconnu. Moi, je sais souvent, la première fois que chez Bourdin, j'ai dû répondre « je ne sais pas », il faut prendre son souffle, hein, parce qu'il vous répond, il vous dit « mais Aurélien Rousseau, vous me dites que vous ne savez pas ». Alors là, vous avez deux solutions, soit vous évanouir, soit répondre à un truc dont vous n'êtes pas sûr, et en fait, il faut tenir, parce qu'il y aura de plus en plus d'incertitudes, de crise. Là, on en a sanitaire, on peut avoir industriel, on peut avoir lié au réchauffement climatique, je ne parle même pas de géopolitique. Et je trouve qu'il faut faire confiance à la maturité démocratique de nos concitoyens et des élus. Parce que moi, ce que les élus ne supportaient pas, c'était le silence. Mais il y a de très nombreuses fois, j'ai dit, écoutez, voilà, je vous appelle, voilà ce qu'on constate, je ne sais pas l'expliquer à ce stade. Et ben voilà, on se dit les choses. On est transparent. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire, mais on va prendre des décisions dans l'incertitude. Alors évidemment, derrière, il y a sa responsabilité, il y a le juge, il y a tout ça, mais c'est le job. Et donc moi, encore une fois, je pense que la crise, d'une certaine manière, elle valide des intuitions et elle nous met un gros coup derrière la tête pour qu'on aille encore plus vite. Voilà. Et elle suppose qu'on bouge tous, et sans doute l'État au premier chef, en se disant qu'il n'y a plus, je termine par là pour de vrai, j'en suis donc à ma 54e conclusion, par rapport à ce que disait le président Richou, ça peut rester régalien en dernier ressort. Mais même le régalien ne se fait plus tout seul. Voilà, c'est ça ma conviction. Et c'est au fond, c'est vrai pour la santé, ça doit être vrai ailleurs aussi. Voilà, pardon de cette intervention. Je ne sais pas si c'était la question qui m'était posée, mais tel Georges Marchais, je vous annonce que c'était ma réponse, Albert. Voilà. Eh bien, on s'en réjouit. Merci beaucoup. Président Richefou, je sais que vous devez nous quitter, vous avez une contrainte. Merci d'être resté jusque-là. Je vous laisse dire un mot si vous souhaitez avant de partir. Non, je crois que la conclusion d'Aurélien Rousseau est très claire. La santé doit rester effectivement un sujet régalien, mais on doit le travailler avec les territoires. Et sur les territoires, rien de mieux que des élus locaux qui sont engagés à côté des professionnels. Voilà. Donc, et je crois aussi fondamentalement que la crise a ouvert ça. Elle a permis de voir que les centres de vaccination
En Mayenne, c'est nous qui avons pris en charge, par exemple, le centre d'appel téléphonique. Voilà, donc on s'est organisé très vite sur le territoire. Et c'est ça qui a fait la réussite, finalement, un peu partout. Et je crois que c'est un modèle qu'il faut que l'on conserve et qu'il ne faut pas que chacun se renferme dans sa bulle maintenant. Voilà. Et je vous quitte parce que j'ai un Facebook Live avec les habitants de la Mayenne. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous, Monsieur le Président. Au revoir. Donc, je prends les questions qui ont été posées maintenant sur le chat. On a pas mal de questions pour le docteur Martin. Mais d'abord, je reviens à Pascal Mathieu. Finalement, on a une intervention qui nous dit la vision de Madame Mathieu s'approche d'une planification très serrée sur la répartition territoriale, avec un assouplissement sur les sujets de compétences. Est-ce que ce que vous préconisez, ça va plus loin que les délégations de tâches, c'est vraiment revoir complètement le périmètre des compétences des professionnels de santé, ou est-ce que vous vous retrouvez dans la vision de délégation de partage d'activités qui ont été développées par les autres intervenants? Et est-ce que, effectivement, vous êtes partisane d'une planification très serrée? Alors, je crois qu'on a perdu la liaison avec Madame Mathieu. Visiblement, l'image est figée. Je pense qu'elle ne nous entend pas. Donc, ah voilà, elle est revenue. Bon, alors, Madame Mathieu, il faut qu'on vous redonne la parole. Est-ce qu'on peut ouvrir le micro? Voilà, maintenant vous pouvez mettre votre micro. Parfait, merci. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, planification, je ne sais pas si c'est au sens du plan, comme un plan, comment, enfin, je n'ai pas tellement compris ce que voulait dire l'internaute. Quoi qu'il en soit, j'étais plutôt dans la vision qu'a évoquée Aurélien Rousseau, c'est-à-dire aller au plus près des territoires et s'appuyer sur les déterminants de santé, parce qu'évidemment, on n'a pas les mêmes besoins en fonction de l'âge, en fonction de la population, en fonction, comme il disait, en Seine-Saint-Denis. Donc, c'est là-dessus qu'on doit imaginer la répartition des professionnels de santé. Et ça, c'est une véritable conviction. Aller plus loin dans les délégations de tâches, écoutez, je pense que ce sont les interlocuteurs qui peuvent parler de ce qui est nécessaire. Pour les kinésithérapeutes, de toute façon, le musculo-squelettique, c'est une évidence, parce que ça se fait partout ailleurs. Et je pourrais ajouter que nous sommes très en retard par rapport à la plupart des pays, puisque la majorité des pays développés ont l'accès direct aux kinésithérapeutes. Après, on nous a souvent dit que si nous ne l'avions pas, c'était parce que c'était une question de coût. Mais j'aurais envie de dire qu'à ne pas faire confiance aux professionnels de santé dans les zones où il n'y a pas beaucoup de médecins, on les jette dans les bras des charlatans, avec des pertes de chance énormes. Et quand vous n'avez pas de rendez-vous chez le médecin, vous allez chez l'éthiopathe, parfois vous allez chez le naturopathe, vous allez chez des non-professionnels de santé, comme des ostéopathes, qui vont au-delà de leurs compétences et qui peuvent mettre le patient en danger. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi de préoccupation. Je pense qu'il vaut mieux des professionnels de santé bien formés, en équipe, avec une relation très proche du médecin traitant du patient, via des bilans qui sont envoyés instantanément, plutôt que d'attendre des semaines et en allant voir des charlatans. Merci. J'ai donc dans les questions pour le docteur Martin, on a quelqu'un qui nous dit finalement, quand on vous entend, on se dit que ce n'est rien de plus qu'une organisation libre de la délégation médicale dans un cadre défini, par exemple une MSP. Le médecin délègue à qui il le souhaite, un peu comme on le ferait dans une entreprise, un manager délègue des tâches à ses collaborateurs. Vous le voyez comme ça, docteur ? Alors, si on peut reprendre peut-être juste le propos, alors, justement, les avancées qui existaient, M. Rousseau disait justement,
Ma Santé 2022, c'est question quand même d'organisation. L'exercice pluripro actuellement, c'est quoi? C'est pour la France, c'est 2018 maisons de santé, donc ça représente à peu près 30 000 professionnels de santé sur le territoire français. À ça, on rajoute aussi l'ensemble des centres de santé, dont les centres de santé polyvalents qui ont un fonctionnement équivalent en maison de santé avec des modalités de fonctionnement simplement entre le salariat et le libéral, mais sinon dans leur fonction, c'est les mêmes objectifs. Donc, il y a quand même eu effectivement une progression de ces organisations qui représentent maintenant un peu plus de 20% des professionnels de santé sur le territoire en ambulatoire. Donc, c'est vrai que c'est maintenant suffisamment significatif, en tout cas, pour peut-être avancer sur ces sujets d'organisation. Je ne suis pas sûr que dans le sens délégant-délégué, en tout cas, je ne voudrais pas l'entendre dans le sens subordination. Voilà, c'est certainement ça que je voudrais dire en réalité. C'est-à-dire que quand on travaille en équipe, on travaille de façon horizontale et non pas subordonnée, vous le disiez. Donc, si on imagine le manager comme le manager qui qui délègue des tâches finalement qui sont un peu les tâches qui l'emmerdent et qu'on est dans ce sens-là, alors là, je voudrais sûrement pas dire cela. Voilà. Je pense plutôt que c'est utiliser les appétences des uns et des autres pour pouvoir faire de la délégation en fonction des besoins d'un territoire. On n'a pas une équipe qui fonctionne de la même façon parce qu'on a des besoins spécifiques sur des territoires. Par les quartiers prioritaires de la ville, ils ne vont pas du tout fonctionner exactement de la même façon que moi en pleine zone rurale où moi je suis au milieu d'un monde agricole, éleveur, laitier, avec des problématiques spécifiques de ce monde agricole, par exemple avec un taux de suicide monstrueux. Je vais avoir des objectifs et des fonctionnements qui vont être totalement différents avec des délégations, avec les psychologues, avec une infirmière de santé publique, avec une IPA, avec une organisation pour pouvoir aider ces gens. Et donc, on va déléguer effectivement des activités. Vous le disiez, par exemple, il est fort probable que dans le cadre de la prise en charge diététique, par exemple de l'obésité, n'étant pas nutritionniste, la diététicienne, dans le cadre d'un bilan complet et d'un accompagnement, le fera bien mieux que moi. Voilà. Donc, en fait, j'ai mes compétences, les autres ont leurs compétences, et donc tous autour de la table, autour du patient, on utilise chacun nos compétences et nos appétences pour pouvoir le prendre en charge au mieux. Très bien. Alors, dans les commentaires qui ont été publiés, il y a plein de vivates pour Aurélien Rousseau, dont l'intervention est plébiscitée. J'ai une question. L'Île-de-France. C'est ça pour les retraités, souvent ça leur fait ça. Hein. Quand on est en fonction, c'est moins évident. L'Île-de-France, on nous dit, serait devenue le premier désert médical, une réponse qui passe notamment par des incitations financières, on en a parlé un peu tout à l'heure. Vous semble-t-elle adaptée? Donc, on a évoqué ça avec les panélistes tout à l'heure. Qu'est-ce que, Aurélien, tu penses de cette question de l'incitation financière? Moi, je pense d'abord, comme Pascal Mathieu l'a dit tout à l'heure, que les deux autres professionnels de santé, au fond, le disaient implicitement, c'est qu'il ne faut pas, il faut définitivement en finir avec l'idée que peut-être ça va revenir comme avant. En fait, c'est plutôt bon signe, et on fera plutôt de la meilleure médecine si on s'y consacre dans le lien, dans des horaires normaux, et si on voilà. Donc je pense que ce premier point, cette donnée-là, tu disais pour l'Essonne, c'est les chiffres de le nombre de médecins libéraux qui ont plus de 60 ans. Pour la Seine-et-Marne, c'est encore pire. Donc on est sur cette réalité-là qui fait que pour moi, quand même, à chaque fois, c'est le projet qui fait le mouvement des professionnels. Et quand on regarde la carte, c'est toujours, mais vous le disiez, docteur Martin, pour votre expérience, la carte, il y a des endroits qui sont vraiment, comment dirais-je, le confin de l'Île-de-France où, parce qu'il y a une dynamique, parce qu'il y a un lien de tutorat, de maîtrise de stage avec une université, parce qu'il y a une dynamique pluripro réelle, voilà, et ben des jeunes vont venir s'installer
Et oui, peut-être que le mercredi, ils ne travailleront pas. Ou un kiné, ça lui ira peut-être de faire 1 jour et demi sur le plateau technique de l'hosto, parce que le plateau technique, il lui fait faire d'autres gestes. Voilà. Après, l'Île-de-France, la particularité quand même, c'est le poids de la question immobilière et foncière dans l'installation. Et donc, ce qu'on a fait, c'est mon prédécesseur Christophe Devis qui l'avait lancé, qui est pour l'instant uniquement en Île-de-France, qui est par ailleurs, moi je l'ai continué de manière très résolue, mais je dis simultanément que c'est toujours contestable, au sens, voilà, ça peut se contester, c'est qu'en lien avec l'URPS, Médecins Île-de-France, on a y compris fait des aides sur l'achat des murs. Voilà, donc des aides financières très, très importantes. C'était quand même de l'ordre de, sur l'Île-de-France, de 17 millions d'euros en 2020. Donc on est sur des volumes très importants. Je parle là rien que des montants de l'ARS. En essayant aussi d'avoir le mot agaçant, parce qu'il est à toutes les sources, mais un guichet unique avec la région, avec les conseils départementaux, pour que les praticiens ne soient pas, vous dites il faut être entrepreneur, mais il y en a aussi qui disent il faut être un rat de bureaucratie pour arriver à tout remplir, donc avoir une espèce de facilité d'accès à tout ça. Mais c'est vrai que, comment dirais-je, par ailleurs, de facto, on crée de la valeur qui va être après récupérée par un professionnel libéral qui, par ailleurs, est très jaloux du caractère libéral de son activité. Bon, tout ça, mais nécessité fait loi à des moments. Moi, je pense que c'est très rarement ça qui est le déterminant de l'installation, mais ça peut, à un moment, faciliter, et notamment faciliter le projet collectif. Je pense que dans le lot, il y a un sujet qui, pour le coup, lui, se réglera plus vite qu'à horizon 5 ans, c'est que je pense qu'on a passé, en Île-de-France en particulier, des années terrifiantes, 2-3 années terrifiantes, sur la fin de la nouvelle maquette de formation des médecins, avec notamment, du coup, un resserrement des stages vers les CHU, qui font qu'en fait, quand même, on s'installe là où souvent on est passé une fois, hein, où on va dans les hôpitaux, là où on a déjà vu la tête que ça avait. Quoi, voilà. Et donc, je pense qu'en rythme de croisière, on devrait peut-être un peu desserrer cet étau. Je pense que sur l'internat notamment, c'est un combat dans lequel, là aussi, les collectivités, mais les ARS aussi, quand on voit certaines chambres de garde dans des hostos, honnêtement, moi, je suis sorti avec la honte au ventre par moment. Je ne dis pas que la chambre serait plus propre, c'est sûr que 3 ans après, il viendra s'installer ici, mais je dis qu'en tout cas, c'est sûr qu'il ne viendra pas. Voilà. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Et c'est là qu'on peut tous bouger simultanément. Très bien, merci. On s'approche de la fin de notre échange. Il est tellement passionnant qu'on y resterait bien plus longtemps, mais il faut se discipliner. Pascal, Mathieu, est-ce que vous voulez dire un mot rapide de conclusion? Ah, alors on ne vous entend pas, je n'ai pas votre micro. Voilà. Alors, oui, merci. Écoutez, comme je disais tout à l'heure, moi je suis très confiante. Bon, je suis d'un naturel optimiste. D'ailleurs, il vaut mieux par les temps qui courent et avec tout ce que nous avons dû affronter et ça n'est pas fini. Je suis d'un naturel optimiste parce que j'ai vraiment confiance en ce qui peut venir du terrain. J'ai une toute petite inquiétude quand même pour avoir vu une MSP dans le sud Gironde près de chez moi qui fonctionnait très bien et qui s'est arrêtée parce que celui qui en était l'élément moteur est parti évidemment et que là la relève n'était pas assurée. Donc je pense que dans tous ces objectifs d'exercice coordonné qui sont vraiment essentiels pour moi, il faut qu'on s'assure qu'il n'y ait pas un seul porteur de projet, mais que la transversalité, elle se fasse aussi autour de tous les acteurs qui sont dans cet exercice coordonné, parce que c'est la clé de la réussite. Et je pense que Agnès Buzyn l'avait dit, Olivier Véran l'a répété, le président de la République l'a dit, l'exercice isolé, c'est la fin et ça doit devenir quelque chose d'exceptionnel à l'horizon de 5, 10, 15 ans. Et c'est nécessaire pour nos patients parce que c'est vraiment comme ça qu'on va mieux les prendre en charge. Donc une note optimiste en tout cas.
Merci. Je passe la parole à Kevin Phalippon. Est-ce que tu veux dire un dernier mot de conclusion? Oui, je pense qu'il faut arrêter, en effet, c'est l'esprit français de se flageller un peu tous les jours, mais en effet, il faut être quand même relativement optimiste. On sort d'une crise difficile qui a éprouvé bon nombre de professionnels de santé, que ce soit en ville, que ce soit à l'hôpital, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi voir la suite se projeter, malgré les prévisions, hein. Donc, on aura une évolution des modes d'exercice, c'est positif. Les professionnels de santé continueront à travailler ensemble. Et le parcours de soins ne s'en trouvera que renforcé, notamment notre offre de soins de premier recours. Il faudra qu'on travaille de toute façon quotidiennement avec l'ensemble des acteurs, on l'a vu, du territoire, c'est-à-dire les financeurs, les assurances, la Caisse nationale d'assurance maladie, les élus locaux, les autres professionnels de santé, etc. Voilà. Il faut quand même pas oublier une chose, et je pense qu'on l'a pas assez dit, il y a des inégalités territoriales. Aurélien Rousseau l'a précisé, on parle en termes de patients, bien sûr, de population, mais il y a aussi des inégalités territoriales de structure. Et il faudra bien se dire aussi qu'on n'aura pas de solution panacée. Hein, et on a vu que même dans des secteurs où moi je vois dans l'Ain, par exemple, à 10-15 km de chez moi, j'ai des maisons de santé extrêmement dynamiques qui ont la chance, tout comme celle de Johan Martin, de pouvoir avoir 7 candidatures de médecins généralistes et d'en sélectionner 3. C'est le grand luxe, on pourrait dire. Moi, à 15 km, j'ai réussi à accueillir une jeune médecin qui va d'ailleurs revenir de congé maternité, c'est heureux, dans quelques semaines, et on est content. Mais j'ai un collègue à 20 km d'ici qui a pourtant à la fois l'infrastructure, à la fois l'organisation très favorable, mais qui ne trouve pas, dans certains secteurs très enclavés, de professionnels. Donc, il faut quand même faire attention, il n'y a pas de modèle unique, il n'y a pas de modèle panacé, et c'est un ensemble de modèles qui permettront, je pense, d'y arriver en termes de coordination, d'accès aux soins, et notamment en termes d'accès aux soins de premier recours. Merci, docteur Martin. Vous êtes donc le dernier à pouvoir vous exprimer. Profitez-en. Est-ce que vous voulez conclure? Merci beaucoup. C'est une tâche bien difficile. Non, je resterai quand même aussi avec une note d'optimisme et avec sur le fait qu'il faut faire confiance, on le disait, à l'ensemble de ces professionnels qui sont bien conscients de la difficulté de la tâche et qui, parce qu'ils sont contraints dans le cadre de la prise en charge de leurs patients, vont développer des modalités comme ils l'ont fait précédemment. Je pense aussi que c'est important, vous le disiez, qu'il n'y ait pas de concurrence, on le disait, entre les collectivités, mais qu'il n'y ait pas aussi, qu'on puisse améliorer en tout cas sur cette partie-là de temps, les problématiques de concurrence aussi au sein des organisations entre la ville, l'hôpital, entre les professionnels, au sein de l'ambulatoire, au sein de l'hospitalier, puisqu'il y en a aussi beaucoup, dans ces organisations, clarifier les choses et peut-être aussi expliquer, parce qu'il y a besoin de beaucoup de pédagogie vis-à-vis des patients qui ne comprennent plus grand-chose à toute cette nouvelle organisation. Et donc là, il y a peut-être certainement quand même quelque chose de très important, et on le disait de régaler, en tout cas pour l'État aussi, de ce qui est de la sensibilisation et de l'information des patients sur ces organisations. On disait le médecin généraliste à la disposition continue du patient, mais quand on ne l'est pas, il y a une incompréhension de la part des patients, et donc ça nécessite une information. Donc voilà, il y a cette question-là, l'information de cette transition de l'organisation, de ces temps de rencontres et d'échanges avec les différents professionnels, y compris avec l'hospitalier qui est en grande souffrance et qui est en retrait vis-à-vis aussi de l'ambulatoire qui lui aussi est de son côté, et on le voit quand ça marche, quand on crée des parcours ensemble, quand on se rencontre, quand on se connaît, il y a des choses formidables qui se créent, et quelles que soient les infrastructures et quelles que soient les tailles des structures. Voilà. Donc, je pense qu'avec de l'information, de la pédagogie, de l'accompagnement, chacun dans son champ de compétences, accompagnement par les élus dans leur champ de compétences, accompagnement par les institutions dans leur champ de compétences et accompagnement par les professionnels de santé entre pairs dans certaines parties aussi, et ben, c'est cette alchimie-là qui permettra de faire cette transition. Merci. Merci à vous tous. Vraiment, j'étais très heureux là, de vous inviter à cet échange et de votre participation. Donc, merci vraiment à tous les intervenants. Merci au public qui nous a écoutés ce soir. Et je laisse la parole à Pierre Mayer pour la dernière conclusion de notre webinaire.
Alors, oui, bonsoir. Certainement pas une conclusion magistrale, mais 3 petites touches pour faire office. Première petite touche, on a insisté sur l'aspect informel des choses. Et le président Richefou nous a indiqué qu'au fond, les professionnels de santé sur le territoire ne se connaissaient pas forcément, ne se connaissaient pas assez, et qu'il fallait donc prendre du temps pour apprendre à se connaître. Et d'une certaine manière, le docteur Martin vient de le rappeler. Pour travailler ensemble, il faut d'abord se connaître. Première observation. Seconde observation, la question de l'accès aux soins, de la prévention, le grand retour de la santé publique et de l'organisation des soins, bien sûr, versus finalement un sujet qui a beaucoup occupé la scène politique, la scène médiatique sur le plan de l'assurance maladie, la question du reste à charge. On s'est beaucoup focalisé sur le reste à charge, sur l'accès aux soins financiers, mais finalement, on s'est rendu compte avec cette crise qu'il y avait des sujets peut-être beaucoup plus lourds qu'il fallait prendre en compte, et j'ai bien retenu ce qu'a dit Aurélien Rousseau sur le fait que l'égalité, ce n'était pas de traiter tout le monde de la même façon, surtout pas. Troisième petite touche conclusive, vous avez insisté sur la coordination, sur la transversalité, sur l'horizontalité, et on voit bien que toutes ces questions sont à décider finalement le plus près possible. Elles ne sont certainement pas à décider de Paris, elles sont à décider le plus près possible des territoires et des professionnels. Alors, subtile transition, c'est ce qu'on essaie de faire aussi dans le cadre de la chaire Protection sociale et territoire que j'ai l'honneur de coordonner avec Gilles Nézeuzy. D'ailleurs, la participation finalement d'intervenants venant de mondes divers, aujourd'hui, l'a bien montré. Nous avons un prochain webinaire qui est le 12 mai sur la question de la coordination des acteurs sur les territoires et qui sera animé, qui est sous l'autorité de Dominique Libaud. J'en profite également pour remercier les partenaires de la chaire sans lesquels nous ne pourrions pas faire tout cela. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, AESIO, le groupe Apicil. Je remercie l'ensemble des invités, je remercie les participants, je remercie les moyens techniques de l'EN3S. Je remercie Sciences Po Lyon et un merci évidemment final et tout spécial pour Albert Lottmann qui a à la fois organisé ce webinaire, qui a pris contact avec les intervenants et qui a permis d'avoir ce panel très riche, et puis qui l'a également animé de main de maître, et nous rendons l'antenne, si j'ose dire, avec 2 minutes de retard, ce qui est pas mal. Voilà. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.